France. 2028. Un pays à la pointe des progrès de la démocratie. Les nanotech, les civic makers, les IA, les civic tech, les NTIC et les MILF font partie de notre quotidien. Étienne Chouard a été élu par tirage au sort, ministre de la démocratie. Droit de vote à 16 ans, référendum quotidien, les enfants des fanzouz font leur premier pas dans la politique. Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens, d'un nouveau genre. Il s'appelle Clément, il a 17 ans, et lui aussi, il surfe. Et tous les soirs, quand il rentre des cours, c'est le même rituel. Clément doit se connecter au site e-citoyen et répondre aux 10 questions du jour. Je le branche, je suis obligé quoi, c'est mon ordinateur quoi. Et après je branche mon MP3, qui est relié à ma chaîne Wi-Fi, qui est relié à ma prise USB. Écran, webcam, souris. En véritable cyberado, Clément est surconnecté. Gestion des déchets, répression du syndicalisme, politique migratoire, l'ado doit laisser son avis sur la plateforme. C'est horrible. Mais la géopolitique ou le droit du travail, ce n'est pas son fort. Le centre d'intérêt, c'est les filles, la musique et tout ce qui est sport extrême. 23h, Clément est toujours devant l'ordinateur. Mais cette fois, le programme a changé. Salut à tous, je suis content de vous retrouver, mais c'est pas forcément pour vous donner de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on va voir à quel point on est dans la merde, mais peut-être pas tant que ça. On est de plus en plus méfiant à l'égard de tout l'univers de la démocratie représentative. Les représentants, on l'estime, passent leur temps à trahir, les partis politiques sont devenus des petites PME électorales, et les différentes idéologies nous divisent et nous mystifient. De sorte que nous sommes de plus en plus à vouloir une démocratie directe. Remarquez qu'on n'est peut-être pas si nombreux à vouloir une démocratie directe qui ne passerait pas par l'intermédiaire de représentants. Certains se satisfont très bien d'une sorte de division politique du travail dans laquelle une infime minorité participe à la décision collective, aux affaires de la cité, et le reste va qu'à ses affaires privées, à ses affaires personnelles. Et puis d'autres carrément ne verraient pas d'inconvénient à un gouvernement de type autoritaire qui ne s'embarrasserait pas de consulter l'ensemble du peuple. Alors là, dans le petit dispositif imaginaire, on a une situation dans laquelle on pourrait se passer de représentants. Et notamment, le vote électronique à domicile permet de répondre à l'objection du plus grand nombre. Vous savez, le peuple ne peut pas prendre directement des décisions parce qu'il ne peut pas s'assembler, il ne peut pas se réunir puisqu'il est trop nombreux. Donc là, on pourrait très bien imaginer que chaque soir, j'ai une dizaine de questions auxquelles répondre, une dizaine de petits référendums, et je participe directement à la prise de décision collective. On a donc une situation conforme aux intuitions des partisans de la démocratie directe. Et en apparence, on approfondit le principe démocratique, selon lequel un bon système est celui qui donne une chance égale à tout citoyen de pouvoir influencer la décision collective. Mais traditionnellement, on débat sur la manière d'interpréter ce principe. Certains disent que le fait de désigner des représentants au suffrage universel suffit à le réaliser. D'autres disent qu'à partir du moment où on introduit des représentants, on introduit des intermédiaires, un gouvernement, eh bien, on introduit un élément aristocratique. Et donc on n'a déjà plus une démocratie. De sorte que, pour les partisans d'une démocratie directe, on va juger la qualité d'un système politique à sa capacité à bien conduire la volonté individuelle. Et donc, en l'absence de mandat impératif, dès lors que le député, une fois qu'il a été élu, peut prendre, au fond, les décisions qu'il veut, eh bien, on rompt cette chaîne de conduite de la volonté individuelle, et donc on n'est plus en démocratie. Pour les partisans de la démocratie directe, il faut donc trouver un arrangement institutionnel propre à bien conduire cette volonté individuelle, et l'agréger aux autres, pour construire la majorité. De cette façon, on aura un système politique qui permet à chacun d'avoir une chance égale d'influencer la décision collective. Un présupposé de cette critique de la représentation, de cette critique de la délégation-trahison, pourrait être celui-ci. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Chacun est en mesure de produire spontanément une opinion politique, et est en mesure de connaître son intérêt bien compris dans le domaine de la politique. Mais alors voilà, la sociologie et les sciences politiques sont venues mettre sérieusement en difficulté cette espèce d'optimisme démocratique. Je pense par exemple à un chapitre de la distinction de Bourdieu, dans lequel il traite du jugement politique. Et voilà ce qu'il découvre, voilà ce qu'il établit. Premièrement, les citoyens ordinaires sont globalement incompétents en matière politique, c'est-à-dire qu'ils connaissent mal le monde institutionnel, ils sont en difficulté pour produire une opinion politique sur les événements politiques,
Ils ont du mal à avoir une perception politique du monde politique, et ils sont mal informés sur l'actualité politique. Deuxièmement, cette incompétence est inégalement distribuée entre les individus. Troisièmement, cette répartition de la compétence politique n'est pas le fruit du hasard, et elle recoupe les différents groupes sociaux. Bourdieu va montrer que la plus ou moins grande détention d'une compétence politique est corrélée à une plus ou moins grande détention d'un capital culturel ou scolaire, lui-même lié à la catégorie sociale. Quatrièmement, cette incompétence politique se manifeste principalement par une autocensure. Ce n'est pas pour moi. Autocensure qui est moins due au constat subjectif de son incompétence objective qu'à une sorte de sentiment de ne pas être légitime à s'exprimer. On pourrait à partir de là croiser ces deux facteurs, l'incompétence ou la compétence objective et le sentiment subjectif d'être légitime ou illégitime. Pour dresser un petit portrait robot, on aurait à la fois une catégorie de gens qui seraient détenteurs d'un fort capital culturel qui leur permettrait de comprendre les enjeux politiques et qui se sentiraient en plus légitimes à le faire. On aurait ensuite des sortes de classes moyennes qui seraient moyennement dotées en capacité de compréhension des enjeux politiques, mais qui se sentiraient quand même légitimes à s'exprimer sur ces questions. Et puis tout en dessous, on aurait des gens qui seraient à la fois peu compétents pour comprendre le jeu politique, les enjeux des différentes batailles politiques par exemple, ou les enjeux idéologiques, mais qui seraient en plus fortement affectés par le sentiment d'être illégitimes. Et puis pour être parfaitement logique, il y aurait une quatrième catégorie, ce serait celle de ceux qui seraient à la fois compétents pour comprendre le monde politique, mais qui seraient affectés par le phénomène d'autocensure. Mais je suis pas sûr que Bourdieu traite de leur cas. En tout cas, je suis pas sûr d'avoir trouvé le passage où il traiterait de cette catégorie. Bon, en tout cas, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que ce type de travaux ne sont pas du tout des jugements de valeur. Ce ne sont pas des points de vue politiques. Il ne s'agit pas de mépriser les gens, de pointer les gens du doigt en disant « Ah, il faut pas être incompétent, hein, il faut participer au jeu politique », ce genre de choses. C'est pas du tout ça. Il s'agit de faire un travail sociologique, de mise en relation d'un phénomène, donc ici l'incompétence politique, l'incapacité ou la difficulté à produire une opinion politique, avec un certain type de données sociologiques, le niveau de capital culturel et scolaire, l'appartenance à telle ou telle catégorie sociale. Il y a une tendance au renforcement des inégalités de participation dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est pour ça que je commence par inégalité de participation. Par exemple, si vous faites un conseil de quartier, bon, là, il y a des gens qui vont venir, et puis il y a des gens qui ne vont pas venir. Et ça ne se distribue pas au hasard. Alors il y a toutes sortes de facteurs. Très compliqué, ça dépend du quartier, de la réunion, de l'ordre du jour de la réunion, etc. Mais ça dépend également de cette variable fondamentale qui est le capital culturel et donc le milieu social. Ce que l'on va pouvoir déduire de ce type de travaux, c'est que les inégalités socio-économiques et culturelles vont se redoubler en inégalités proprement politiques, puisque des pans entiers de la population, des catégories de la population, sont en difficulté lorsqu'il s'agit de produire une opinion proprement politique, et sont en difficulté à reconnaître où se trouve leur intérêt dans les différentes positions qui constituent le jeu politique. Autrement dit, même en démocratie à suffrage universel masculin et féminin, des couches entières de la population se voient de fait en difficulté pour exercer leur droit à influencer la décision collective. Ces catégories sociales étaient auparavant exclues du jeu politique par le suffrage censitaire. Eh bien, désormais, alors même qu'elles y sont intégrées par le suffrage universel, il continue de peser sur elles une sorte de sens caché, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Daniel Gaxi qui fait référence sur le sujet. Restons une minute sur ce point pour essayer de comprendre comment les sociologues s'y prennent pour parvenir à un tel résultat. Bourdieu, comme Gaxi, vont fonder leur étude sur une analyse de sondage et d'enquête à questions ouvertes. Ils remarquent que la plupart des analyses classiques partent de réponses à des sondages, puis essayent d'en déduire la logique des opinions. Mais quand on procède ainsi, le risque est grand d'être affecté par une sorte de biais du survivant, c'est-à-dire de partir d'un échantillon qui n'est pas représentatif du cas général. Il propose au contraire de faire le chemin inverse, de partir des non-réponses pour essayer de comprendre pourquoi certains groupes sociaux sont mis en difficulté par le caractère politique d'une question. Une règle se dégage clairement. Plus une question est politique, abstraite, technique, ou encore formulée dans les difficiles termes du débat public,
Et moins le répondant est doté en capital culturel, plus le taux de non-réponse augmente. Or, le fait d'apercevoir une certaine logique dans les non-réponses va leur mettre la puce à l'oreille, car on peut faire l'hypothèse suivante. Si on trouve un fort taux de non-réponse dans un certain groupe social, comment se fait-il que certains individus de ce groupe répondent tout de même? Ne peut-on pas se dire que si certains ont tout de même répondu, ce n'est pas parce qu'ils avaient une opinion sur le sujet, mais pour une autre raison? Et dans ce cas, on serait conduit à distinguer réponse et opinion, et constater que toutes les réponses ne sont pas des opinions sur la question. Ainsi, l'enquêté pourrait se sentir forcé de fournir une réponse, pour ne pas perdre la face, par exemple, dans une situation qui l'assimile à un véritable examen scolaire. De même, le caractère commercial de la plupart des sondages incite les sondeurs à trouver des subterfuges pour forcer les questionnés à fournir des réponses, par exemple en les payant. Sur la question des sondages d'opinion. Les sondages d'opinion, j'avais trouvé une formule, c'est un prodigieux dispositif capable d'amener une partie importante de la population, et particulièrement les catégories politiquement et culturellement démunies, à avancer des réponses qu'elles ne choisiraient pas si elles étaient mieux informées et assistées. On le vérifie en demandant aux gens de justifier leur choix, ou d'expliquer dans leurs propres mots le sens de la question à laquelle ils viennent de répondre. Le sociologue est fourbe. On s'aperçoit qu'ils ont en fait répondu à une autre question. Soit ils n'en ont pas compris les termes, soit ils l'ont retraduite, cette question politique, en des termes éthiques, en des termes moraux. Et donc, ils n'ont pas du tout répondu à la question telle que la comprend le sondeur lui-même. Dans son papier, par exemple, Gaxi estime à 20% la proportion de sondés qui sont en mesure de comprendre la question telle que la comprennent les sondeurs ou les acteurs du monde politique. De sorte que pour le scientifique, la véritable question devient comment les gens s'y prennent pour produire une réponse. Et c'est ce que ne dit pas un sondage. Un sondage se contente d'agréger, d'additionner des réponses en faisant comme si elles étaient toutes des opinions bien réfléchies du sondé. Il nous faut donc comprendre comment sont engendrées les réponses, quels sont les modes de production des réponses. Bourdieu en distingue trois. D'abord, la déduction à partir de principes idéologiques. Je connais plusieurs ou au moins une des idéologies qui circulent dans l'espace politique, et je suis capable, à partir d'elles, d'engendrer une réponse à une question politique particulière. Par exemple, si je suis libéral, je suis capable à une question telle que « faut-il réduire les dépenses publiques ?», de produire une réponse qui est d'emblée politique et idéologique à partir de ma connaissance des principes du libéralisme. Comme le souligne Gaxi, il s'agit moins de produire une opinion personnelle que d'en reproduire une, même si, en disposant de tels principes idéologiques, je jouis d'une certaine autonomie intellectuelle dans la production de mes opinions. Plus le niveau d'éducation s'élève, plus les individus sont capables, alors Pierre Bourdieu parlait de propriétaires de leurs petits instruments de production d'opinion politique. Je pense que, en fait, ça veut toujours dire qu'ils sont propriétaires de leurs petits instruments de reproduction des opinions politiques. Mais plus le niveau d'éducation s'élève, plus les individus sont capables de se débrouiller à peu près tout seuls pour voter, pour savoir qu'il faut voter, et pour savoir pour qui il faut voter. Et pour savoir ce qu'il faut penser de la réforme de la SNCF. Ensuite, la traduction d'une question politique en termes éthiques ou moraux, ou encore la mobilisation d'une expérience personnelle. C'est le mode de production d'une réponse le plus spontané, et c'est celui qui est plébiscité par les classes populaires. Mais on voit qu'il ne permet absolument pas d'engendrer une réponse politique, et il témoigne plutôt d'une incompréhension de ce que font les acteurs politiques. Enfin, on a la délégation, le choix à 2 degrés. Je repère d'abord la réponse qu'aurait faite le groupe politique dont je me sens le plus proche, par exemple un parti, et je m'en remets à son avis, sans particulièrement en comprendre la logique. Ce mode de production d'une réponse est important, parce qu'il permet aux plus démunis en capital culturel de produire une réponse authentiquement politique. Le problème, c'est que cela se fait au prix d'une auto-déshabilitation, puisqu'il force le répondant à faire procuration. Soit ils ont besoin d'une aide, d'une direction d'opinion. Et dans le passé, par exemple, la direction d'opinion, elle venait de multiples parts, mais notamment des partis politiques. Et des militants des partis politiques. Ceux, par exemple, à qui on avait acheté l'Humain Dimanche, après avoir fait le tiercé, et qui disaient
Attention, tu ne dis pas, il y a des élections, hein, tu vas voter. Hein. Voilà. Or ça c'est un fils. J'ai voulu montrer qu'une critique formelle, procédurale, institutionnelle de la démocratie représentative devait être couplée à une critique sociale, puisqu'on a vu que les inégalités socio-économiques, en fait, se redoublaient au niveau politique. Évidemment, je ne me suis pas attaqué à un modèle en particulier de démocratie directe. Il y en a plein qui circulent. Ce que j'ai voulu faire, c'est m'attaquer à un présupposé qui me semble assez courant dans ce type de pensée, qui est celui donc de la spontanéité, de la production autonome de l'opinion politique. Et donc, ce qu'on doit vérifier, nous, si on veut penser la démocratie directe, c'est toujours vérifier que notre modèle de démocratie directe, notre modèle institutionnel, ne prête pas le flanc aux critiques que j'ai ici énoncées. Sans quoi le citoyen ordinaire, en étant confronté à un questionnement politique, va se retrouver exactement dans la même situation que ces invités sur les plateaux dans des émissions face à face entre des Français ordinaires et un homme politique, c'est-à-dire complètement démunis, en difficulté à proposer une problématisation politique de la question qui lui est soumise, et avec un fort sentiment d'illégitimité. Alors il en résulte que, selon le niveau d'éducation, les individus, les hommes, les femmes, sont inégalement préparés à traiter les questions politiques par eux-mêmes. Livré à lui-même, l'individu démuni soit ne se prononce pas, soit peut être amené à faire des choix qu'il renierait s'il recevait un minimum d'informations supplémentaires. Il est plus avantageux pour lui de s'en remettre à l'opinion du collectif dans lequel il s'inscrit, auquel il fait confiance pour défendre ses intérêts, comme le parti, le syndicat ou une association quelconque. Plus le niveau d'éducation diminue, plus les individus, alors, soit ont tendance à se tenir à l'écart de tout ça, soit ils ont besoin d'une aide, d'une direction d'opinion. Et on voit du coup ce qui clochait dans la situation initiale avec Clément, c'est qu'on avait une situation qui permettait en effet de liquider les représentants, de liquider les intermédiaires en leur opposant une activité constante du citoyen, une activité constante du peuple, mais le problème c'est que on risquait de fonder cette critique de la délégation, de la représentation, sur le mythe d'un citoyen capable de produire spontanément un avis éclairé. Notamment parce que cette espèce de mythe s'accorde très bien avec toutes nos critiques actuelles, tous nos discours actuels sur la critique de la soumission à l'autorité, l'idée qu'appartenir à un syndicat ou un parti, être membre de ce genre d'une association politique, c'est être en fait un mouton, enfin ce genre de choses. Et je crois qu'il faut donc, pour penser la notion d'autonomie intellectuelle, ne pas s'en remettre à une fausse alternative qui verrait s'opposer la pure spontanéité d'un esprit totalement libre, indépendant, séparé des autres, avec le fait d'appartenir à un groupe, de s'en remettre à un collectif, et donc d'être un mouton, d'être absolument hétéronome intellectuellement. Sans quoi on va s'enfermer dans une espèce d'alternative selon laquelle soit on est un super génie, super malin, on produit nos idées par nous-mêmes, et on n'a pas besoin des autres, soit on est un mouton aveugle, soumis à des idéologies ou à je ne sais quoi. Cette fausse alternative est extrêmement défavorable à ceux qui ne disposent pas des moyens de produire de manière autonome une opinion politique, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Comme j'ai pas envie de me penser comme un mouton soumis à l'influence d'un groupe, mais que je m'aperçois bien que je n'arrive pas à produire par moi-même ces idées géniales, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais me retirer, je vais démissionner. Mais il n'est pas nécessaire de penser comme une soumission aveugle le fait de s'en remettre à un collectif, le fait de déléguer à un groupe l'expertise dans la production de l'opinion politique. On peut très bien imaginer, et c'est tout l'enjeu de la construction de nos collectifs politiques, là, on peut très bien imaginer un groupe qui inclut dans la délibération collective le citoyen ordinaire, de sorte qu'il participe à la production finale de l'opinion qui va servir de référence pour défendre l'intérêt du groupe concerné. Tout l'enjeu devient donc de montrer qu'il y a bien une délibération interne, une co-construction de l'opinion collective au sein de ces mouvements et partis. Ce qui reste évidemment à prouver. Vas-y, je te bloque.